Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy.com, Qanopee.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladies et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performants, pour que nous aussi derrière, nous puissions être plus heureux, en meilleure santé et plus performants. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'accueille aujourd'hui un invité de prestige, Yannick Alain. Bonjour Yannick. Salut Quentin, ravi d'être avec toi. Merci, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous Yannick. Comment tu vas toi aujourd'hui ? Écoute, je me vais fantastiquement bien. Je suis avec un beau gosse international qui fait du bien au monde. Donc j'ai envie de te dire, je me sens toujours bien quand je rencontre des personnes comme toi. Tout pareil. Ah bah merci. Merci Yannick. Sans plus attendre en fait, j'ai envie de sauter, sorte de saut de l'ange. Qui es-tu Yannick ? Moi, qui es-tu ? Ça c'est vraiment une question qui est assez jamais évidente à répondre en fait, parce que je suis qui je suis en fait et dans toute la complexité d'un être humain en fait, c'est toujours intéressant de savoir sur quel prisme on va se présenter, mais de toute manière la manière dont je me présenterai ce sera de toute manière incomplète. En tout cas, on va dire que de manière générale, je suis un jeune homme de 40 ans qui vit à Toulouse. Je suis quelqu'un qui suis profondément passionné par l'humain, quelqu'un qui je pense a toujours eu cette étiquette de gentil dans le monde, et puis quelqu'un qui à la fois a jamais voulu non plus faire de concessions sur la notion de réussite, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit de financière ou qu'elle soit dans la vie, et donc du coup j'ai toujours tenu en termes de valeur à accrocher en fait cette notion de réussite personnelle et professionnelle, et l'aspect gentillesse qui est une de mes valeurs très fortes, qui rejoint beaucoup l'amour. Et donc ce que je fais, alors ce que je suis, mais ce que je fais aussi, c'est que je pense que de manière très globale, j'aide, on va dire, les belles personnes et les personnes bienveillantes et gentilles à s'autoriser à réussir, et je leur donne des outils pour. Donc j'ai une école de commerce en ligne que j'ai montée avec David Lefrançois, qui je crois est passé par ce podcast, avec mon frère Mongaté international, donc qui s'appelle la Neuro Business School, donc qui enseigne à ces personnes bienveillantes à se lancer en business. Ensuite j'ai différents programmes de formation qui en prend également personnes bienveillantes à devenir influentes avec éthique, avec un programme qui s'appelle Master Influence. J'ai également un programme qui s'appelle Master Persuasion, qui apprend à vendre avec éthique également et bienveillance. Comment est-ce que tu vends justement et que tu aides les personnes à prendre une décision intelligente? Comment est-ce que tu te réconcilies avec la vente pour arriver justement à réussir et être dans ce win-win-win? C'est comment faire pour que tout le monde gagne et entrer dans un jeu infini, comme dirait Simon Sinek. Je crois que c'est ça. Et puis après, j'ai également, alors j'organise des événements, évidemment, des gros événements, et je suis également le propriétaire de la franchise La Journée de l'Audace, qui est donc c'est des journées de développement personnel, il y en a un petit peu partout dans le monde, et cette journée elle a pour vocation de faire dire aux personnes qui entrent dans cette salle-là de la Journée de l'Audace que c'est possible pour elles aussi, que leur rêve est possible et accessible, de se rendre compte que l'extraordinaire sort de l'ordinaire, et que très souvent en fait on se sent très ordinaire, mais voilà, il y a des choses extraordinaires qui peuvent sortir de nous. Et si à la fin de cette journée-là, la personne, en ayant vu des témoignages de personnes qui s'estimaient aussi ordinaires et qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, si chaque personne qui rentre dans la salle peut se dire à la fin, je crois que pour moi aussi c'est possible, je crois que j'ai gagné. Voilà. Donc voilà le prisme de mes activités, il y en a beaucoup plus, mais voilà, si je devais te les résumer, c'est beaucoup axé autour du développement personnel, professionnel, et d'aider les personnes bienveillantes justement à s'autoriser à réussir.
Et j'ai même écrit un livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir, qui est sorti il y a très peu de temps. Voilà, que tu vois ici. Voilà, donc ah oui, mais nous sommes en podcast. Hein, voilà, bref. Vous trouvez sur Amazon où vous voulez, dans votre librairie, sur la Fnac, voilà, et vous l'avez sur tous les formats, en audio, en livre évidemment physique, et puis également en Kindle. Ok, bah de toute manière, toutes les notes du podcast seront dans les commentaires, hein, seront juste sous cet audio. Donc et notamment les liens comme celui d'Amazon que l'on mettra par rapport à Amazon ou autre, hein, vraiment, je tiens à dire aux gens, si vous voulez l'acheter avec votre libraire préféré, ça me va très bien aussi. Hein. C'est bien de faire travailler aussi les petits commerces, donc je vous invite à ça. Après, par contre, si vous voulez l'audio, on est produit par Audible, donc voilà, l'audio d'ailleurs est un travail incroyable. Le livre a été lu par un comédien exceptionnel. Et qui donc, ça voilà. Pardon? Qui ça? Tu as le... Bien sûr, c'est Olivier Chauvel. Olivier Chauvel. Olivier Chauvel, il a eu beaucoup de livres dans le développement personnel, en fait, et il m'a fait redécouvrir mon livre. Il a une interprétation qui est exceptionnelle. C'est pas moi qui le lis parce que cheveux sur la langue, parce que accent toulousain, parce que pour plein de choses. Ça aurait été très long et c'est pas mon métier, mais par contre, lui a fait vraiment un job super et il a pris ma voix et il a fait quelque chose de vraiment, il a ouvert la voie avec ma voix, mais vraiment, il a été très bon. Waouh. Mais hâte de l'écouter alors, parce que moi je vais le lire, mais je vais l'écouter aussi. Écoute, moi, personnellement, je suis assez fan de l'audio. Et si tu veux me faire une appréciation de l'audio, très génial, parce que là, aujourd'hui, il y a que 5 personnes, je crois, qui ont voté. Et il y en a 2 qui ont voté pas top, genre 3 ou 4. Et je le demande jamais, mais en même temps, Martin m'a dit récemment, écoute, demande les commentaires, mon frère, demande tout ça, parce que sinon les gens le font pas. Donc. Des 5 étoiles, des commentaires gentils. Ouais, voilà, c'est ça. Après, si ça vous a plu et si c'est sincère, évidemment, hein, je suis très attaché à la sincérité. Donc, si ça vous a vraiment plu, pensez à mettre un petit 5 étoiles, c'est plutôt cool. Ça aidera en tout cas le livre et le message de la gentillesse à se propager, parce que je crois beaucoup à cette énergie de l'amour en fait qui est la gentillesse. C'est quelque chose dont j'avais plus ou moins honte il y a quelques années, et je me suis rendu compte en écrivant le livre et en étant dans cette réflexion-là à quel point c'était un super pouvoir, vraiment. Okay. Et du coup, pourquoi concrètement tu l'as écrit? C'est pour toucher un maximum de personnes à comprendre que le fait d'être gentil, c'est une vraie valeur et qu'il y avait un réel et que c'est un réel pouvoir? Non, c'est beaucoup plus. Par la suite, c'est devenu ça. Mais le point de départ n'a pas été ça. Le point de départ, ça a été moi, en fait. J'ai un de mes amis qui s'appelle Martin, qui m'a invité il y a 5 ans, 5 ans, je crois, à un de ces événements qui s'appelait la meilleure année de votre vie. Et il m'invite à pitcher et il me présente comme je vais te montrer là, en fait. Écoutez bien, prends on va dire ce qu'il te dit, en fait, réellement. Okay. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici au séminaire, je me suis dit, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît? L'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, vous allez voir, super simple, très terre à terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très, très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick Allais! Et alors, tu vois, quand il me présente, à 2 fois, il dit gentil. Et moi, je suis sur le côté de la scène. Et en fait, quand il dit gentil, en réalité, j'ai les boules, en fait. Je dis, mais c'est nul, en fait, d'être gentil. C'est quoi? Enfin, tu sais, moi, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, j'aurais préféré qu'ils disent que je suis un expert voilà, que j'ai été directeur commercial, directeur général, que j'ai travaillé pour de grands groupes, que j'étais un expert dans le monde de l'influence, dans le monde de la vente, tu vois, de la performance, tu vois, et c'est rigolo. Moi, je voulais qu'on me valorise pour ce que je faisais et beaucoup moins pour qui j'étais. Tu vois, et j'étais vraiment, en tout cas, non que, enfin voilà, je suis pas un grand sage, hein, tu sais, j'essaye de comprendre mon fonctionnement humain, et en fait, je me suis dit, putain, pourquoi ça m'a foutu les boules qu'ils disent à 2 reprises que je suis gentil? Pourquoi? Juste pourquoi ça m'a foutu les boules? Et c'est de cette réflexion qu'est parti finalement le livre, c'est de se dire pourquoi. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais curieusement
j'étais beaucoup plus sensible, et en tout cas, je voulais plus qu'on me valorise pour ce que je faisais, pour plus que ce que j'étais. Et en recherchant ça, je me suis rendu compte que quand on était enfant, la société dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est ok. Encore une fois, je suis pas en train de dire que le faire n'a pas d'importance. Au contraire, on est dans un monde de matérialité. À un moment donné, il faut faire les choses. Mais il y a toute cette partie d'être, en fait, qu'on a complètement étouffée avec le monde. C'est-à-dire que quand t'es enfant, tu ne te poses jamais la question de si l'amour que tu reçois, il est conditionnel de quelque chose. T'es enfant, tu vas vers les autres, tu vois quelqu'un que tu dis comment tu t'appelles, et tu commences à jouer avec lui, et tu te poses pas la question du jugement, de la comparaison, de ce genre de choses. Et plus tu grandis, et plus on te met à l'école, et plus en fait on te met dans un monde de benchmarking. Un monde en fait où t'es à l'école, donc du coup, et là d'un coup tu te mets à confondre, même si c'est pas vrai, même si tes parents t'aiment quoi qu'il arrive, mais toi tu te mets à confondre, en tout cas pour ma part, et pour la part de beaucoup de personnes, de mon observation et des témoignages que j'ai reçus, que les gens en fait finalement se disent mais finalement l'amour que j'ai il est conditionnel maintenant. C'est-à-dire que si je dois être aimé, en réalité il faut que je sois bon à l'école. Et puis après tiens mais finalement si je suis mal classé à l'école, j'arrive dans la comparaison. Donc du coup je suis moins bon que mon collègue. Donc c'est rigolo parce que finalement t'es peut-être moins bon à l'école spécifiquement que ton collègue, mais pour toi tu te dis que tu vaux moins tout simplement. Et c'est cette dichotomie qu'il y a et qui nous amène par la suite à vouloir un meilleur salaire, des meilleures études, et ça te rend, tu crois que t'es meilleur parce que t'as plus d'argent, parce que t'as une plus grande maison, une plus grosse voiture, un plus gros poste, et t'as des gens même qui sont cadres, qui n'augmentent pas de salaire, mais juste parce qu'ils sont passés cadres, c'est comme une tu sais, ils confondent en fait la carrière et la vocation. Tu vois, et encore une fois, je n'accuse personne, j'ai été là-dedans à fond. Tu vois, et en fait, ça nous empêche finalement de nous donner de l'amour, ça tue notre estime de nous, parce qu'en fait, ça nous renvoie en fait à chercher la validation extérieure pour nous rassurer à l'intérieur. Et c'est quelque chose en fait qui est pas évident du tout, ça. Et en fait, la gentillesse m'a démontré, quand j'y réfléchis, je me suis dit mais en fait, en réalité, la gentillesse c'est une qualité d'être, c'est pas une qualité de faire. Et c'est pour ça que moi je lui donnais pas d'importance, parce que cette qualité d'être en fait, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui de matérialité, même si les gens de plus en plus en prennent conscience que l'être est important, du coup c'est compliqué en fait. Et donc du coup je me suis dit mais en fait non, en fait c'est génial. Et quand j'ai réfléchi encore plus, donc là c'est la cause un petit peu de ce qui s'est passé, et quand j'ai réfléchi à ça encore plus, c'est ce que j'explique dans le livre, je me suis rendu compte mais en fait tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai grâce à ma gentillesse en fait. Si j'ai été un commercial qui a fonctionné, qui a cartonné, c'est parce que j'étais un profond gentil que j'ai obtenu la confiance de l'autre. Donc en réalité, ma réussite, c'est quoi la réussite? Si on parle de réussite, allez, on va dire matérielle, d'accord? On parle de réussite financière, de réussite entrepreneuriale. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant que commercial? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant que directeur commercial? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant que directeur général de gros groupes? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant qu'entrepreneur? C'est quoi qui a fait ma réussite? C'est pas parce que, en fait, la réussite, c'est quoi? C'est, si je devais la simplifier à sa plus simple expression, c'est quelle est ma capacité à obtenir la confiance de l'autre. Ça, c'est la première étape. Quelle est ma capacité de en prendre soin de cette confiance-là? Et ce qui découle de ça, plus tu prends soin de la confiance que l'autre te confie, et plus elle grossit cette confiance par personne, et plus elle se multiplie. Et en fait, moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que cette expression de l'amour, qui est la gentillesse, qui est l'amour, qui est tout ça, en fait, en réalité, ça m'a profondément aidé à avoir la confiance de l'autre sur le long terme. Même si on a essayé à un moment donné dans le monde corporate de me dire non, c'est la performance qui compte. Il n'y a que la performance. Non, la performance, elle est conditionnelle de la confiance que les gens qui me confient du budget vont avoir à long terme. Parce que je peux avoir à court terme, on va dire, la confiance des gens si j'en prends pas soin. Si je suis pas certain de vendre la bonne chose à la bonne personne, d'aider la bonne personne à prendre une décision intelligente par rapport à ce que moi je peux faire, en fait, en réalité, la personne ensuite, elle va m'en vouloir et elle va détruire ma réputation. Et c'est Henry Ford qui disait les deux choses les plus importantes d'une entreprise ne figurent pas au bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Et je crois en la réputation. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une bonne réputation. En tout cas, je crois. C'est parce que... Ouais, je confirme. Ouais, c'est ça, mais c'est que cette bonne réputation que j'ai eue dans le monde corporate aussi, déjà des gens dans le corporate qui me suivent encore, qui me suivent encore. Et cette bonne réputation-là,
elle m'a aidé en fait, et elle m'aide en fait parce que je prends soin de la confiance qu'on me confie. En tout cas, j'essaye. Ça m'est arrivé de mal en prendre soin. Je suis pas quelqu'un de parfait, tu vois, mais c'était jamais intentionnel. Et en tout cas, j'ai toujours été dans cette intention-là. Je crois que les gens le ressentent. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui a fait que finalement, ma réussite aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais des millions, quitte quelque chose de matériel. Je préfère l'argent, quelque chose de matériel aujourd'hui. Mais c'est beaucoup lié justement à ma qualité d'être. C'est-à-dire que c'est ce qui a résonné en moi chez l'autre. C'est-à-dire que cet amour que quelque part que j'ai donné à mes clients, que je donne à mes partenaires, que je donne à toutes les personnes qui me croisent professionnellement parlant, qui est un amour ouvert en fait, parce que j'ai le cœur ouvert avec eux, c'est cette confiance-là qui fait que, et couplé à ça évidemment à de l'expertise évidemment et de l'intelligence à ma manière de prendre soin d'eux. Il ne s'agit pas d'être juste un béni oui qui dit oui je t'aime bisous câlin et puis voilà. Non, il y a câlin mais il y a sérieux aussi, tu vois. Et donc du coup tout ça mélangé, ça fait que ça fait de la magie en fait professionnelle. Et je crois que c'est ça en fait. Et au-delà de ça, au-delà de la confiance que tu confies, c'est que la gentillesse aussi est un fabuleux ouvre-cœur. Ça ouvre le cœur de l'autre. On est tous avec notre cœur, en fait, il est protégé. Notre personnalité, elle se crée autour de blessures. Quand on est enfant, moi, j'ai la lecture de l'énéagramme parce que c'est mon outil qui m'aide en fait à comprendre les gens et voilà. Mais cet outil-là, en fait, m'a aidé à comprendre ça, que on était tous, notre personnalité se construisait autour de blessures et autour d'événements de vie qui faisaient qu'on mettait une armure en fait devant nous. Et cette armure, en fait, elle protège quoi? Elle protège nos émotions, notre cœur. Et en fait, si on n'y fait pas attention, en fait, notre personnalité peut nous faire passer à côté de notre vie. Parce que notre vie, c'est quoi? Si ce n'est exposer son cœur à l'autre et s'ouvrir à l'autre. C'est comme ça qu'on vit des moments exceptionnels, en fait, en réalité. Et la gentillesse, elle te permet d'ouvrir cette armure-là. C'est l'amour, c'est juste une expression de l'amour, en fait. Et quand cette gentillesse, elle ouvre cette armure-là, ce qui se passe avec les gens est magique parce que quand les gens t'ouvrent leur cœur et que toi, tu en prends soin, tu crées des belles amitiés. Tu crées des choses magiques. Et c'est ça qui fait que tu gardes tes clients à long terme, que tu gardes tes partenaires à long terme, que tu gardes des amis à long terme et que tu te crées en fait une famille exceptionnelle. Et ça, je crois que c'est hyper important parce que si tu restes fermé dans ton cœur, si tu restes, dans ton ego et dans ta personnalité, et encore une fois, j'ai de leçons à donner à personne. Je suis moi aussi par moments encore dans mon ego, dans ma personnalité. C'est hyper ok, d'accord. Le fait de le savoir, ça te permet finalement de te dire, de t'observer, de te dire, tiens, ça c'est plus mon ego. Et si mon ego était au service de mon projet, de ma vie, plutôt que moi à son service. Et ça change tout, en fait, en réalité. Et l'amour et la gentillesse changent tout là-dedans. Y compris dans les relations professionnelles. Même si, attention, faut savoir aussi se protéger, il faut savoir aussi faire confiance aux bonnes personnes. Mais quand tu sélectionnes les gens aux valeurs, quand tu t'entraînes, au bout d'un moment, tu y arrives, en fait, en réalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important et qui m'a démontré à quel point la gentillesse m'a profondément aidé. Quand j'étais enfant, ma maman, j'avais tanné ma maman pour qu'elle m'achète une voiture télécommandée. Alors, je sais pas quel âge tu as, Quentin? Je me rappelle plus quel âge. J'ai 32 ans. 32 ans en 2021. On n'a pas trop d'écart, on va dire. Ouais. Moi, j'ai 40 ans, mais voilà, on a 7-8 ans d'écart. Et à mon époque, en fait, j'adorais les voitures télécommandées, moi. Et ma mère, en fait, il y avait un buggy qui me plaisait. Il me plaisait énormément et ma maman, pour Noël, évidemment, m'a offert ce buggy. Je devais avoir 11-12 ans et j'étais comme un fou avec ce buggy. Je l'aimais tellement que je le sortais jamais de la boîte. À chaque fois que je le sortais, je le remettais dans sa boîte bien comme il faut. Je n'en faisais que dans ma chambre. Je faisais attention à cogner les murs. Et 2 ans après, j'ai ressorti le buggy qui était bien rangé dans sa boîte. J'ai voulu le faire fonctionner. En fait, la batterie ne marchait plus. Et malheureusement, comme les batteries n'étaient pas suivies, que c'était des fiches spécifiques, j'ai pas pu me servir de cette voiture-là. Et la question, c'est, autour de ça, c'est, est-ce que j'aurais mieux fait de l'exposer à l'extérieur, de m'amuser, de vivre des moments d'émotion incroyables, de la faire virevolter, quitte à l'abîmer un peu, quitte à l'utiliser vraiment, ou est-ce que j'ai mieux fait en fait de la laisser dans sa boîte. Comme dirait l'autre, je crois que la réponse elle est vite répondue. Je suis intrinsèquement convaincu que notre cœur c'est pareil. Notre cœur, à un moment donné, il faut apprendre aussi à l'utiliser parce que sinon, c'est comme si vous le laissiez dans le cellophane, que vous l'utilisiez pas, la vie passe. Puis un jour, la vie s'éteint. Et si vous l'avez pas utilisé, vous vous êtes loupé d'une grande partie de votre vie. Et la gentillesse, pour moi, elle ouvre ça chez l'autre, elle ouvre ça chez vous aussi. Et je trouve que, c'est magnifique. Pour ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, d'ailleurs.
Tu me donnes des frissons. C'est ça qui est assez génial avec ce podcast, c'est que à chaque podcast, il y a plusieurs phases où j'ai des frissons qui débarquent. Et c'est juste fantastique tout ce que tu dis. C'est waouh, c'est de grande qualité, c'est de grande valeur. Waouh. C'est un peu ce que je voulais, tu sais, quand on a écrit le livre. Tu sais, je voulais pas faire un énième livre qui était une compilation de tous les livres de développement personnel qui existaient déjà et que machin tout ça. Donc, je voulais vraiment des idées neuves et des idées qui partaient de moi, en fait, vraiment, et de mes intuitions. Et ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai eu la chance de m'entourer de 2 personnes pour coécrire le livre. C'est-à-dire que je suis à l'impulsion du livre, je suis l'auteur principal, bien sûr, mais je me suis entouré de 2 personnes extraordinaires qui ont mis derrière mes intuitions. Pour Delphine Castellani, en fait, de la profondeur, parce que c'est une femme de lettres, c'est une thérapeute également, et donc du coup, elle a cette sensibilité philosophique qui fait qu'elle va beaucoup dans le creux des sujets. Donc du coup, elle prenait toutes mes idées et elle m'aidait à aller en profondeur dans ces idées. Et Jérôme, lui, qui est champion du monde de mind mapping, de lecture rapide, Jérôme Moirot, Jérôme Moirot, absolument, qui est qui va venir. Je te coupe juste, qui va venir sur ce podcast dans les prochaines semaines. Je viens de l'inviter parce que c'est juste une merveille, cet homme. Et Jay, je l'aime profondément parce que c'est un profond gentil et il a cette force de structuration. Et donc du coup, lui derrière, il a mis des expériences scientifiques derrière mes intuitions. On a construit ensemble des exercices. Il a mis toute la force de sa capacité à prendre des notes au service de il a pris mon esprit complètement tordu et il l'a remis en ordre et il a fait un travail incroyable en fait, Jérôme. Donc le livre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Jérôme n'avait pas été là. En tout cas, voilà, c'est ce que je veux te dire. Et Delphine non plus, évidemment. Donc, voilà. En tout cas, on a un très bon livre et je voulais vraiment que ce soit des idées neuves et pas des idées. Je sais pas si tu l'as lu. Ah non, tu vas l'écouter. Tu m'as dit que tu l'as pas encore. Ouais, je l'ai pas encore lu. Par contre, ça fait partie de ma to-do list. Donc, sur cette année en 2021, ça sera lu. Et t'auras mes commentaires. Tu fais l'écouter aussi. Oui, je l'écouterai. Oui, oui, surtout. Est-ce que tu me disais que tu étais sensible au livre audio et moi aussi j'adore et j'ai adoré le travail de l'acteur qui s'appelle Olivier Chauvel, le comédien qui a fait le travail. Je suis même en lien avec lui parce que je trouve que en fait il m'a fait redécouvrir mon livre, cet homme-là. Et j'ai même eu les larmes aux yeux en fait quand j'ai écouté mon livre. Les premières minutes, j'étais pas bien en fait parce que je réécoutais ma voix. Et puis par moments, tu vois, il y a beaucoup de storytelling dans le livre, donc je parle aussi un petit peu de ma vie. Je m'ouvre aussi pour expliquer certains concepts. Et en fait, à un moment donné, je parle beaucoup de mes grands-parents. Et quand il a pris la voix de mon grand-père, j'ai cru reconnaître mon grand-père. C'était assez incroyable. Voilà. Donc voilà. Bref. Hâte de l'écouter. Les gens doivent se dire, mais franchement, la vérité, Yannick. On s'en bat les couilles. Mais en vérité, non. Alors, c'est Yannick qui joue avec tous ces gadgets pour la musique, tout ce que vous entendez. C'est génial. Merci Yannick de faire rebondir ce podcast comme il se doit. Je t'en prie. Je veux dire, je suis là pour toi et pour t'aider. Et puis j'ai envie de te dire, voilà. Hakuna Matata. C'est tellement important. C'est tellement important. De quoi rêvait Yannick petit? Paradoxalement ou pas, j'étais un enfant assez malheureux. Moi, j'étais. Alors, même si aujourd'hui je véhicule beaucoup de joie et c'est ce qui me caractérise beaucoup. Si je suis très honnête avec toi, j'ai pas vécu une enfance. Non que j'ai pas été maltraité, j'ai pas été rien de tout ça. Hein, mais j'étais juste assez malheureux en fait de vivre dans ce monde. Je trouvais que le monde était dur. Je vivais dans la campagne toulousaine, donc c'était très difficile et je rêvais en fait que les gens me comprennent. Je rêvais de développement personnel en fait autour de moi. J'ai pas vécu dans un monde où il y avait beaucoup de développement personnel autour de moi. Il y en avait pas du tout même, pour tout te dire. Mais ça n'empêche pas que ces gens qui m'ont accompagné m'ont beaucoup aidé. De mes grands-parents, ma grand-mère, je crois, était ma première mentor en développement personnel parce qu'elle avait ce côté très croyant et donc du coup elle avait des préceptes et des concepts religieux. Elle était chrétienne. Catholique, qui du coup, je pense, m'aidait profondément. Tu vois, elle croyait en Dieu, donc du coup, elle avait ça. Et moi, je crois que je rêvais de vivre une vie plus moderne. Je vivais à la campagne, tu vois. Je rêvais, d'une vie avec plus de compréhension du monde, avec moins de dureté, voilà. Donc, je rêvais de ça. Puis, de manière très basique, je voulais être électronicien comme mon père. Malheureusement, mon niveau d'études et ma capacité à être bon à l'école ne me permettait pas ça parce que j'étais vraiment nul à l'école. C'était vraiment pas mon format d'apprentissage à l'école.
Donc c'était vraiment ça. Et ouais, c'était vraiment ça en fait. J'étais vraiment je rêvais d'être libéré de la dureté du monde, je crois aussi. Et voilà, j'ai une phrase que j'ai entendue très tôt quand j'étais jeune et qui m'a beaucoup tenu parce que je me faisais beaucoup engueuler parce que j'étais mou, les gens me disaient t'es mou, tu veux pas travailler à la ferme, tu veux pas machin, parce que j'aimais pas en fait tout ce qui est travaux manuels comme ça. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui se passaient par la force dans mon enfance. Et donc je rêvais en fait d'un monde plus pédagogique, plus juste plus doux en fait, tu vois. Voilà, je crois que c'était ça. Et après j'ai voulu être électronicien, après j'ai voulu être chanteur, j'ai artiste. Et puis je pense qu'on a tous une part d'artiste en nous, et c'est l'objet. On est tous des artistes, je le crois profondément. Juste on doit trouver quel est notre moyen d'expression. En fait, un artiste pour moi, si je devais, on va dire simplifier, jamais c'est la chanson j'aurais voulu être un artiste. Ben c'est un peu ça en fait, je crois qu'on a tous en fait un artiste en nous et que le propre du métier d'artiste, c'est de toucher les émotions de l'autre. C'est de toucher la corde émotionnelle de l'autre, qu'elle soit agréable ou désagréable, au travers d'une œuvre, au travers d'une chanson, au travers d'un film, au travers de peu importe ce que tu fais en tant qu'artiste, tu dois toucher la personne dans ses émotions. Et pour moi, l'émotion est un pont entre ton conscient, on va dire ce que tu vis au quotidien, et ton âme ou ton inconscient. Et du coup, c'est comme ça que tu touches du plus près de l'autre, en fait. Et donc, je crois que, tu vois, Quentin, quand tu montes un podcast comme celui que tu es en train de monter, je pense que tu touches les gens, en fait, au cœur. Et je crois que c'est ce qui fait que les gens, j'espère en tout cas, vont avoir la bonne idée de te suivre davantage et de suivre ta chaîne YouTube et de suivre tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes avec Canopé, parce que tu es quelqu'un qui est dans une intention juste. Tu es quelqu'un qui est dans une intention de faire le bien autour de toi. Tu es quelqu'un d'équilibré, tu vois, et qui à la fois a une capacité, on va dire, à savoir être extrêmement analytique, à avoir en fait cette structure-là, mais à la fois qui a le cœur très ouvert sur l'autre et sur le monde. Et du coup, pour moi, tu es un artiste. Parce que tu apprends en fait à toucher les gens. Et cette capacité que tu as à toucher les cœurs des gens, c'est ta capacité, c'est le pont que tu auras pour toucher leur âme et leur inconscient. Et c'est ça qui fera que les gens te suivront. Parce que les gens, ils ont juste besoin d'une validation scientifique, on va dire pas scientifique, une validation logique pour te suivre. Et ça, ce sera Quentin Austin qui travaille sur la partie bien-être, performance et tout ça. Mais en réalité, les gens te suivront parce que tu auras ouvert leur cœur et tu auras créé un pont avec leur cœur et leur émotion et leur âme. Et je crois qu'on a tous cette capacité, en fait, à toucher l'autre. Le tout, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut le faire. Et voilà. Et la réussite, c'est beaucoup ça aussi. La réussite, c'est ta capacité à savoir toucher l'autre. Qu'est-ce qui fait que par exemple, la réussite à un autre niveau, encore une fois, hein. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand tu regardes Gwyneth Paltrow et le chanteur de Coldplay, je me rappelle plus comment il s'appelle, Chris. Je le vois, mais je ne pourrais pas te dire comment il s'appelle, mais je vois très très bien. Voilà. Et en fait, ils ont eu une enfant, et cet enfant, ils l'ont appelé Apple. Okay. Ils l'ont appelé Apple. Ce qui est mignon, pomme, c'est mignon. Mais ils l'ont appelé Apple aussi parce que ça vibrait beaucoup avec la firme de Cupertino. Tu vois, ils l'ont appelé Apple parce que ça vibrait pour eux fort, Apple. Qu'est-ce qui fait que on les voit très mal les appeler Samsung? C'est-à-dire que tu te dis, ils les appelleraient pas Samsung. Apple, oui, mais pas Samsung. Moi, je pense qu'il y a des entreprises, il y a des sociétés. Il y en a plein dans le monde. Il y a Michel et Augustin, par exemple. Il y a plein d'autres sociétés qui vibrent autrement leur manière de pratiquer. Ce que tu fais toi, Quentin, typiquement. C'est-à-dire que tu vibres autrement. C'est-à-dire que peut-être que tu es pas un ingénieur en informatique, en son, ingénieur du son et tout ça. Mais il n'empêche que ce que tu fais, avec le peu de moyens que tu as, tu le fais super bien. Et ça vient toucher les gens au cœur. Parce que tu viens toucher les gens, encore une fois. Et je crois que les sociétés d'avenir sont ces sociétés-là qui seront autant reliées à la performance et au service qu'elles rendent qu'à la capacité à toucher le cœur des personnes qui rejoignent leur aventure, en fait. Et je crois que rejoindre une société, c'est rejoindre une aventure aussi. Voilà. Et donc, voilà, c'est pourquoi Non, mais je comprends et complètement, et je vais rebondir là-dessus par rapport à Apple. Si tu veux, notre modèle avec Canopé Group, c'est une philosophie à la Virgin. Donc Virgin, c'est play hard, work hard, ou devrais-je dire work hard, play hard, quoique
c'est très lié. Donc j'adore Richard Branson, son dirigeant fondateur. Et puis les produits, c'est des produits Apple qu'on vend. En gros, bien sûr, nos programmes sont tellement léchés, avec un UX design tellement épuré, tellement facile pour que, en fait, toutes les personnes qui rentrent dans nos programmes, c'est comme s'ils rentraient dans une navette ou un hyperloop, tu vois, et paf, 12 semaines après, ils se retrouvent avec un niveau de conscience, avec un niveau d'alimentation, de sommeil complètement développé, mais en mode, waouh, j'ai passé 12 semaines avec mon coach, on appelle des coachs fluo. Exactement, et du coup, on est vraiment dans cette philosophie. Donc, du coup, il y a un travail en amont qui est juste énorme, mais en même temps, moi, ce qui me fait vibrer, c'est pas du Samsung, c'est du Apple. Donc, tu vois, c'est exactement ce que je voulais te dire, c'est que nous, en fait, avec Brice, mon associé, c'est ça, c'est comment construire la vision canopée avec des choses qui existent déjà, mais de même. Oui, et tu sais que ça a été scientifiquement prouvé. Après, on aime ou on n'aime pas Apple. Hein. Les gens qui nous écoutent doivent se dire ils sont pro Apple, tout ça. C'est pas tant la question. En fait, en réalité, c'est juste que c'est-à-dire que prouvé scientifiquement, on a fait des études en fait IRM, IRMF en fait auprès de personnes qui observaient les nouveaux téléphones. Et donc on leur a mis des Samsung dans la main. En fait, il y a des zones du cerveau qui s'allumaient. Donc qui était la zone du plaisir, la zone de la découverte, tout ça dans l'expérience en fait que Samsung faisait vivre et ce qui est vrai, ils font des très beaux téléphones Samsung. Et ensuite, ils ont montré en fait un produit Apple. Et dans le produit Apple, il y avait les mêmes zones qui s'allumaient, mais il y avait une zone supplémentaire. Et cette zone-là, c'était la zone de l'amour, de l'attachement. Et c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec nos entreprises aussi. Ce qui fait que voilà, il y a un attachement qui fait que j'ai envie de faire partie de cette aventure et de cette famille-là. Voilà. En tout cas, c'est autre chose. C'est une autre aventure. Et c'est ce que tu offres aussi avec Canopé. Bravo pour ça. Je te remercie. On est qu'au début de l'aventure, quelque part, et on compte bien la perdurer à travers les années. Et même, voilà, c'est quelque chose que j'ose dire aujourd'hui. C'est on crée une entreprise pour que après ma mort, en fait, elle soit encore là. Et c'est ça la philosophie, c'est que on veut. Merci, my hero. C'est vraiment ça la philosophie, c'est ça, c'est construire du durable. Et tu vois, j'ai discuté avec Vincent Giraudot qui est assez connu dans le milieu de la santé sécurité au travail et qui est un entrepreneur remarquable et qui est très très profond, qui fait beaucoup de développement personnel, et lui parle le cirque, et donc du coup il match le cirque d'un côté avec l'entrepreneuriat, et il bosse avec des groupes comme Vinci, Bouygues, etc. Donc c'est vraiment et c'est un artiste, en effet. En fait, on est tous des artistes. Il a révélé sa part d'artistique en lui et il l'a assumé. Ouais. Exactement. Et bref, c'est assez fantastique en tout cas d'être avec des artistes comme vous, du coup. Écoute, en tout cas, j'essaie d'avoir l'ouverture de cœur suffisante pour ouvrir ce pont avec les gens et avec moi-même aussi, tu sais. Des fois, je parle beaucoup de gentillesse. En fait, souvent, on voit que la gentillesse, en fait, c'est une énergie qui se diffuse, tu sais, qui va vers l'extérieur de toi. Et en fait, on oublie souvent que la gentillesse doit être aussi dirigée à l'intérieur de soi aussi. Et je crois qu'en termes d'artiste aussi, tu vois, c'est pareil. En fait, l'artistique, il se développe à l'extérieur aussi, mais il se développe aussi à l'intérieur de soi. Et il faut qu'on soit aussi convaincu qu'on est un artiste et qu'on prenne conscience de ça. C'est pas convaincu, c'est qu'on en prenne conscience, parce que je sais déjà que vous avez tous, les gens qui nous écoutent, là, une part artistique en nous. Le tout, c'est de la réveiller et de l'assumer, ce qui est jamais évident. Exactement. Au plus profond de nous-mêmes, je pense que tout le monde sait qui on est vraiment, mais c'est la confiance, l'estime de soi, alors l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, si on reprend ce qu'on a pu apprendre à l'INA, qui vont nous permettre aussi de révéler tout ça, mais c'est un cheminement, parfois plus ou moins chaotique, plus ou moins long, en fonction des personnes, de l'expérience, de là où on est né. Tu sais, si on parle en fait on reprend en fait le concept de départ dont je te parlais, en fait, de la qualité d'être ou la qualité de faire. Si je prends l'estime ou la confiance en soi, moi, j'arrivais pas à comprendre la différence entre les deux. C'est quelque chose de très complexe pour moi de comprendre. C'est quoi la différence entre l'estime de moi et la confiance en moi? Et pour le comprendre, il a fallu que je le mette à l'extérieur. Tu vois, si par exemple je dis tiens, j'ai confiance en Quentin. Pourquoi est-ce que j'ai confiance en Quentin? J'ai confiance en Quentin pour faire en sorte que l'interview soit bien menée. Si demain en fait j'ai
dans ma société à faire venir quelqu'un pour sensibiliser au bien-être et à la fois à la performance, je vais faire venir Quentin parce que je sais qu'il aura un super programme pour moi. J'aurais confiance en toi si je devais, par exemple, demain, suivre un programme, que tu proposes. Je dirais, je suis persuadé que le programme va être au top. Par contre, je t'estime pour le cœur ouvert que tu as. Je t'estime pour l'humain que tu es, pour le fabuleux humain qui a cette intention de rendre le monde meilleur. Je t'estime parce que je te trouve sympathique. Je t'estime parce que tu me touches aussi particulièrement dans ta démarche, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu es en fait finalement. Et du coup, pour comprendre ça, en fait, je me suis rendu compte que finalement, l'estime de soi rendait beaucoup plus grâce finalement à l'amour de soi. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que j'ai confiance? Et plus, l'estime, c'est qui je suis, et la confiance, c'est ce que je fais, et ou ma capacité à croire à ce que je fais. Et le fait de comprendre ça, je me suis rendu compte à quel point j'avais une estime qui était pas géniale. J'avais réussi à développer une confiance pas trop mauvaise, mais que mon estime était mauvaise, et du coup, c'est quelque chose que je rattrape souvent, en tout cas que j'essaie de rattraper. Je pense que j'ai pas mal travaillé encore aujourd'hui, mais il y a encore des bribes qui restent. Ouais. En tout cas, ça se ressent et merci en tout cas pour tout ton partage qui me touche vraiment. En effet, on parle beaucoup d'estime de soi, en effet, sur podcast également. On parle beaucoup d'émotions aussi. Denis Troche, je pense, sur quasiment 2 heures, nous a parlé presque 1 heure sur les émotions. C'est hyper important. Et qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu es passé en fait de la personne à la ferme, ou en tout cas dans ta jeunesse où t'étais pas forcément heureux, à quelqu'un qui paf fait sauter les verrous et se dit j'ai envie de kiffer la vie, et moi aussi j'ai le droit, et j'y vais et je m'autorise, et qu'est-ce qui a révélé ça? Est-ce qu'il y a eu il y a eu plusieurs éléments, succession de déclics. Je crois qu'il y en avait eu un déclic, un premier déclic que j'ai eu en fait quand je devais avoir 13-14 ans. En fait, je travaillais avec mon beau-père. Mon beau-père avait des champs, donc il avait des tracteurs et tout ça, et évidemment je passais du temps en fait sur les tracteurs, en fait à labourer les champs, à m'occuper de tout ça en fait. Et puis un jour il m'avait envoyé avec un vieux camion qu'il avait, et un de mes meilleurs potes en fait qui était à l'époque avec moi, ramasser des cailloux dans le champ pour assainir un peu plus le champ, parce qu'il y avait beaucoup des morceaux de briques et tout ça dans le champ, et pour que ça pousse mieux, il voulait que je vois pas encore aujourd'hui toujours l'intérêt de faire manuellement à des enfants de 13-14 ans ramasser des cailloux, mais peu importe. Et du coup, moi, je prenais le camion dans le champ, et ce camion, en fait, il avait le démarreur qui était foutu. Donc, il fallait surtout pas le caler. Si tu le calais, en fait, dans le champ, et comme c'est un champ avec beaucoup de ornières et qu'il était labouré, du coup, c'était compliqué de pas le caler, ce camion-là. Et puis, donc, j'amène le camion, en fait, sur le champ, et au fur et à mesure qu'on ramassait les cailloux, j'avançais avec le camion. J'ai ramassé les cailloux et j'avançais avec le camion. Et puis, j'ai mon pote qui me dit, j'aimerais bien avancer le camion aussi. Moi aussi, tu parles, t'as 13-14 ans, tu sais, t'as envie de... Et mon beau-père m'avait dit, surtout, ne cale pas le camion. Et je dis à mon pote, je lui dis, alors mon pote, en fait, il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était plus grand que moi à l'époque. Tu sais, on grandit pas tous à la même... la même vitesse. Et à l'époque, moi, il était petit. Je me mesurais peut-être 1m60 et lui de me mesurer 1m70 déjà. Donc, il était vachement plus grand, costaud et développé que moi. Et mon pote, et mon beau-père l'aimait bien d'ailleurs. Et mon pote, du coup, je lui dis, écoute, prends le camion. Je lui dis, ok, je lui dis, mais fais juste attention de pas le caler. Il me dit, t'inquiète, j'assure, et tout, t'inquiète, tu sais tout. Et le mec était super sûr de lui, et tu sais tout. Je dis, juste fais gaffe. Je dis, parce que t'as entendu Serge, on va se faire engueuler, tu vois, si, voilà. Et puis, évidemment, il avance le camion, en fait, et le camion cale, évidemment. Donc, il faut que j'appelle mon beau-père, que je lui dise, tu dois tirer le camion, machin, venir avec le tracteur. C'était un peu embrouillé, il risquait de planter le tracteur. Bref, c'était chiant. Et donc, du coup, mon beau-père arrive, et mon pote, il est livide, parce qu'il a très peur de mon beau-père, parce que mon beau-père est quelqu'un de très, c'est un bon 8 en énéagramme, donc c'est un mec un peu vénère, quand même. Et en fait, je lui dis, t'inquiète pas, je dirais que c'est moi. Et là, en fait, donc, je dis à mon beau-père, je dis, Serge, j'ai calé le camion. J'ai dit, donc, voilà. Et donc, il me dit, ça m'étonne pas de toi. Donc, il vient avec le truc et il me pourrit la gueule. Mais vraiment, il me pourrit la gueule en me disant, de toute façon, ça m'étonne pas de toi. T'es nul, t'as toujours été nul, machin. Il me pourrit. Et là, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Et mon pote, évidemment, et moi, je sais que c'est mon pote qui a calé le camion, c'est pas moi. Et lui, il dit, si Stéphane, il l'avait avancé le camion, lui, au moins, il l'aurait pas calé comme toi et tout. Moi, je savais que c'était lui qui l'avait calé, en fait. Donc, j'ai pas balancé mon pote, mais j'ai eu un switch dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, toi, t'es un adulte, là. Et j'ai toujours cru que les adultes disaient la vérité, mais en fait, t'es en train de te planter largement, en fait.
Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai comme une colère en moi qui est rentrée en moi, mais que j'ai pas exprimée, où je me suis dit, tu verras plus tard. Tu verras plus tard. Parce que là, c'est injuste ce qui est en train de se passer, en fait. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris la responsabilité de ça. Donc ça m'a appris la responsabilité, et que la responsabilité n'était pas la culpabilité. Tu vois, donc ça m'a fait en fait faire la différence entre les deux, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, tu verras plus tard. Tu verras plus tard. Et je l'ai laissé m'engueuler. Il m'a puni, il m'a machin. Je me suis dit, ok, c'est beau, c'est pas grave. Je vais prendre ma peine. Ça m'a appris aussi la solidarité aussi. Savoir aussi, tu vois, chose que mon pote n'aurait pas eu pour moi. Tu vois, mais je me suis dit, je pense que j'ai plus envie de ça dans la vie. Tu vois, que de quelqu'un, en fait, qui va tu vois, je me suis un peu sacrifié pour lui, mais ça a été un très, très grand enseignement. Donc ça a été un premier déclic pour moi qui a fait que ça m'a pas détruit. Mais du coup, je me suis dit, cette vie-là, j'en veux pas. C'est pas ça que je veux, en fait. Et donc ça a été un moteur pour moi. Après, j'étais à l'école, j'étais nul, mais je savais toujours me démarquer parce que j'étais un artiste et j'étais chanteur et tout ça, donc je savais toujours me démarquer. Puis petit à petit, en fait, j'ai réussi à me démarquer dans le monde commercial et tout ça. Si vous lisez le livre, vous allez comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà, et puis voilà, et c'est ce qui a fait que ça m'a développé et ça m'a développé en tout cas on va dire une personnalité, une envie de m'en sortir peut-être différente. Voilà, même si j'ai toujours couru après mon estime de moi, ma confiance en moi et tout ça, et que ça s'est pas fait comme ça. C'est pas à partir de ce moment-là où il m'a engueulé que ma confiance et mon estime de moi est partie d'un coup. Mais par contre, ça a développé chez moi quelque chose qui a été un point de départ, qui a fait que voilà, et j'en ai eu des successions comme ça. Et ça m'a amené petit à petit à vouloir plus pour moi, à rêver plus, à m'autoriser à rêver plus. Et petit à petit, j'ai gravi des steps. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais pourquoi tu t'emmerdes? Trouve un boulot, trouve un machin, trouve un truc. Non. Et chaque fois, j'avais envie de monter les échelons. Et des gens, des fois, me disent, Yannick, je suis étonné. Je trouve que, voilà, que je suis étonné, en fait, de voir, en fait, comme à chaque fois, t'as évolué. Les gens qui me suivent depuis longtemps, mes tantes, mes oncles, me disent, à chaque fois, t'as progressé, à chaque fois, et aujourd'hui, je les ai un peu perdus, tu vois, pas de vue, hein, mais dans ce que je fais, ils savent même plus ce que je fais, tu vois, ils savent que je suis entrepreneur, tout ça, alors qu'à l'époque, ils avaient pas tous ce discours-là, quoi. Et c'est rigolo parce que j'ai pris pas mal de chaleur aussi à vouloir réussir. Tu sais, t'as une espèce d'homéostasie qui se crée, tu sais, dans une homéostasie, c'est un équilibre. Il y a, on va dire comment je pourrais dire, définir équilibre, c'est le bon mot pour homéostasie. Ouais. Tout est équilibre, hein, de toute façon, et si on veut performer, si on veut être bien, quand toi tu vis dans ton équilibre avec ton entourage, avec ta vie, avec tout ça, et dès que tu commences à vouloir sortir du lot ou à vouloir plus, curieusement tu bouscules cet équilibre-là. Et en fait, de s'autoriser à briller, de s'autoriser à vouloir plus pour soi, finalement, t'as de la résistance autour de soi. C'est rigolo comme l'humain a comment dire, ce trait de caractère qui est très proche des crabes. Tu connais l'expression le panier de crabes? Ouais. Mais tu peux peut-être en redire deux mots si tu veux à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Ouais, en fait, le panier de crabe, en fait, le crabe, en fait, est un animal qui est très difficile à attraper dans la mer, en fait. Si vous voulez l'attraper avec vos doigts, vous pouvez vous faire pincer. Il est très agile dans l'eau. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, c'est complexe. Tout ça. Et de l'attraper. Et une manière très facile de l'attraper, en fait, c'est de mettre un petit panier. Donc, évidemment, une grille, avec une sorte de clapet au-dessus. On met de la nourriture dans le panier. Le premier crabe va rentrer dedans pour manger la nourriture, un deuxième va rentrer, un troisième. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus de nourriture et les crabes qui passent autour, en fait, voient qu'il y a d'autres crabes dans le panier. Ils se disent, tiens, ça doit être sympa, je vais y aller aussi. Pourtant, il n'y a plus de nourriture. Et le panier de crabes se remplit tranquillement alors qu'il n'y a plus du tout de nourriture, juste parce que les autres crabes y sont. Du coup, on va y aller. Voilà, tout simplement. Tous ensemble. Et du coup, c'est très intéressant cette analogie-là parce que déjà, on se rend compte que finalement, on va où la masse va. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que quand il y a un crabe qui est dans le panier et qui souhaite sortir du panier parce qu'il se rend compte que ça craint, en fait, quand il essaie de sortir, les autres crabes le retiennent, en fait. Et à tel point que même, au bout d'un moment, ils le retiennent, ils peuvent même le tuer. C'est vous dire à quel point, finalement, votre entourage, quand vous souhaitez sortir, on va dire, du panier dans lequel vous êtes, va de toute manière peut-être résister à tout ça. Et moi, ça a été le cas. Les gens ont résisté. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis sorti, moi, du panier, quelque part, les gens qui sont dans le panier me disent, putain, t'es sorti, toi. Ça a l'air bien là où t'es. Et ils essaient de me rejoindre, mais c'est plus difficile, tu vois. Mais au début, je me suis fait allumer. Et je crois que c'est important aussi d'apprendre à révéler l'artiste, d'apprendre à révéler la lumière que vous avez en vous. Non pas dans l'intention d'éblouir l'autre, mais de l'inspirer à faire pareil. Et au début, vous allez prendre de la résistance. Les gens vont vous empêcher de vouloir sortir du panier pour, curieusement, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est mon cas,
te dire après, ah, putain, t'as bien fait de sortir, hein. Putain, bravo, hein. Et être inspiré par toi et par vouloir sortir avec toi. Pardon. Il y a des gens qui sortent, évidemment. Mais moi, je peux pas faire le travail. Je peux les inspirer pour ça, leur montrer la voie, mais je peux pas le faire pour eux. Mais il n'empêche que c'est des gens qui, au début, me critiquaient et qui, par la suite, maintenant, viennent plus à se dire, ah, putain, c'est inspirant, finalement, j'aurais dû faire pareil aussi. Quand ils voient à quel point je suis passé par des choses qui étaient complexes, mais qui, à la fois, aujourd'hui, m'ont aidé. Et ça me renvoie, tu sais, tu connais, je suis allé passer, à cette phrase de Marianne Williamson. Tu te rappelles de cette phrase-là? Alors, si tu me la donnes, je vais te dire oui, je pense. Je vais vous passer un extrait de film qui s'appelle, le film, vous pourrez le regarder, c'est un film exceptionnel qui s'appelle Coach Carter. Voilà, moi j'adore ce film-là. Et à la fin, il y a un jeune homme qui est le jeune homme qui a causé des difficultés, on va dire, au Coach Carter pendant tout le film, qui lui dit ça en fait. Et je trouve que ça illustre vraiment bien qui vous êtes et cette entrevue d'aujourd'hui. Donc je vous passe l'extrait de film qui dure 1 minute. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Et je trouve que ce message est tellement fort pour moi. C'est-à-dire que t'autoriser à briller, ça sert à rien en fait de ne pas briller pour ne pas faire de l'ombre aux autres. D'accord, vous êtes tous nés pour briller. Je le crois profondément. Je crois que ce texte-là, qui a été repris par Nelson Mandela, par Barack Obama, c'est un texte qui est fort parce qu'il fonctionne. Et parce que Mandela l'avait repris lors d'un discours d'investiture. C'est vous dire à quel point, en fait, un discours qu'il avait donné, pas d'investiture mais l'autre, et voilà. Et je trouve que c'est vraiment très important en fait de s'autoriser à briller, parce que oui, vous allez avoir de la résistance, mais vous allez inspirer les autres à faire de même, et vous allez faire grandir le monde. Et un de mes premiers mentors me disait, Yannick, ton job, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est de faire grandir des gens. Si tu fais grandir des gens, les gens te feront grandir. Et je crois que il y a trop d'enseignants qui cherchent à briller pour éblouir, bien plus que briller pour éclairer. Et c'est pas que ce qu'ils disent c'est pas juste, en fait, c'est bien sûr que c'est très juste ce qu'ils disent très souvent. C'est juste que on n'a pas le droit en fait de dire aux gens et de faire comprendre aux gens qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau-là, en fait, ou en tout cas le laisser entendre. Même si on le dit des fois, en le laissant entendre, c'est compliqué en fait, c'est dire ah putain, je peux pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Je crois que votre job justement, c'est de briller du plus fort que vous pouvez, mais dans cette intention, et c'est l'intention qui fait toute la différence, d'éclairer les gens, de créer des leaders et pas des suiveurs. Et je crois que ben voilà, c'est ce que Canopé fait, c'est ce que j'essaye de faire à ma modeste mesure, tu vois, et voilà, c'est d'éveiller le monde et d'aider le monde à grandir, tout simplement. Et je crois que c'est le travail de tout un chacun, et sans être dans l'ampleur. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses avec ampleur, mais dans la mesure, si demain vous donnez un conseil à votre enfant, vous donnez un conseil à un ami qui l'aide à grandir, vous avez déjà fait une part du job, parce que vous lui avez transmis une flamme, et lui, il va la retransmettre, cette flamme. Et c'est ça, je crois, que j'essaie de faire aussi avec l'écriture du livre Les Gentils aussi de réussir, c'est de passer le relais. Tu sais, c'est passer le relais de me dire, si moi j'arrive à inspirer des leaders avec gentillesse et conscience, ben on change la physionomie des leaders de demain. On change tout ça. Quand je vois Quentin aujourd'hui, toute la puissance qu'il a, toute l'intelligence que cet homme a, je me dis putain, ce mec, ce qu'il est capable de faire avec de la gentillesse derrière, avec de l'amour, avec un message inspirant comme ça, putain, mais il va changer le monde. Et je trouve ça fabuleux, en fait, en vrai. Et c'est ce que je veux, en fait, c'est ce que je souhaite. En tout cas, j'espère. Et j'espère que tu me surpasses et que les gens qui nous écoutent me surpassent demain et créent des organisations exceptionnelles et conscientes qui aident les gens à se libérer beaucoup plus qu'à s'enfermer. Et voilà. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux dans ce combat-là. Et c'est ce qui fait que je suis très heureux de faire cette interview avec toi, Quentin, parce que ce combat-là, ben, il va profondément nous aider à changer le monde en profondeur et dans son ADN, et c'est vraiment cool. Je crois profondément en tes mots, hein. Pour le peu, c'est
le fait de rayonner, si on rayonne nous, si on est bien dans nos baskets, si on est en bonne santé, si on a la bonne physiologie, on va pouvoir impacter le monde, les gens qui nous entourent, mais à 1000 fois ce qu'on est capable, ce qu'on pense capable de faire. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. L'idée, c'est d'accompagner tout le monde chez Canopé Human Experience, parce que tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite d'être en bonne santé. Et sauf qu'aujourd'hui, le modèle économique fait qu'on est obligé de passer par une porte, mais qui demain, justement, sera beaucoup plus grande. Et à travers le temps, et ce qu'on est en train de mettre en place avec les différentes mutuelles, pourront toucher un maximum de personnes. Ça, c'est génial. Mais en effet, on devrait tous s'autoriser justement à rêver grand. Tu parlais d'ampleur, toi, tu parles de journée de l'audace. Allez, bim, une super journée où en fait tu fais intervenir, si je ne m'abuse, pas mal de personnalités qui sont reconnues dans leur domaine et qui des êtres qui révèlent des choses extraordinaires et qui nous expliquent comment ils étaient ordinaires avant d'avoir fait ça. Génial. Voilà, on a eu des choses incroyables. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, toi ? Oui, franchement, oui. Je me sens extrêmement heureux, je me sens privilégié. Je me sens privilégié. Je dis souvent chanceux, mais en fait, c'est vrai que la chance n'a pas trop grand à voir avec ça. C'est plus ce que j'ai construit, donc c'est ça que je préfère dire privilégié. Mais oui, j'estime que je reçois tellement plus que ce que je donne. Je suis très heureux, ouais. Et dans ma vie personnelle et dans ma vie pro, je suis très bien entouré. Je suis très bien entouré à tous les niveaux. En fait, j'ai une chance exceptionnelle, c'est de ne faire aucune différence entre ma vie pro, ma vie perso. J'ai une vie remplie. Je suis heureux, ouais. Ouais, je suis vraiment heureux. Je me sens heureux et accompli sur plein d'aspects. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en redonner aux autres aussi. Tu vois, alors. Quand je dis que je me sens heureux, je me sens profondément heureux. Est-ce que j'ai terminé mon développement personnel? Pas du tout. J'ai plein de choses à régler, plein de petites choses à régler. Tu sais, je crois que on ne peut donner que ce que l'on a, en fait. Et souvent, en fait, les gens veulent donner. En fait, tu sais, j'aime bien cette différence entre ces deux mots qui sont l'avidité de quelque chose, de l'avidité d'argent, l'avidité d'amour aussi, parce qu'elle existe, cette avidité d'amour, et l'avidité. Ça rejoint quand on est avide, en deux mots, à l'intérieur de cette chose-là. Donc, quand on est avide d'amour, eh bien, on est avide d'amour. Mais du coup, on va le chercher, cet amour, en étant comme un chien qui a soif et qui se goinfre, en fait, et qui prend aux autres, finalement. Alors que quand on est rempli d'amour et quand on sait se remplir d'estime de soi et d'amour de soi, eh bien, on déborde, finalement. Notre vase déborde et du coup, on ne peut que distribuer. Et je me sens plein d'amour. Et du coup, c'est pour ça que je distribue, parce que je me sens plein à l'intérieur. Je sais pas si l'analogie te parle ou si ça te... Si, voilà. Ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup d'images. Alors, moi, je résonne aussi avec beaucoup d'images. J'imagine beaucoup de choses et beaucoup de couleurs, etc. Mais c'est indispensable de trouver un équilibre. Et moi, j'aime beaucoup le fait que quand tu dis, moi, j'ai la chance de pas faire de différence entre, en gros, mon monde pro et mon monde perso. Moi aussi, je pense profondément que j'ai de la chance aussi de ne pas faire cette différence, parce que j'ai des besoins qui sont assouvis, ou du moins je tente de les assouvir au maximum. Oh, excuse-moi, pardon. Je suis désolé, c'est mon téléphone qui a sonné, qui était branché sur mon système. Tu veux la refaire, celle-là? Non, c'est bon. On la garde. Non, je t'en prie. C'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Et non, du coup, si je reviens à ce que je disais, c'est tout simplement le fait que on a cette chance, alors parce qu'on est aussi entrepreneur, et donc du coup, on a plus de temps quelque part pour nous, mais aussi pour les autres à donner, parce que mine de rien, le chef d'entreprise, il donne beaucoup, il bosse beaucoup. Il organise son temps, il donne beaucoup, effectivement. Exactement, et la preuve aujourd'hui, tu me donnes 2 heures de ton temps, et c'est merci pour ça. Ouais, c'est un vrai plaisir de prendre le temps de développer les sujets. Exactement. Et du coup, en fait, c'est un équilibre, et quand on est avide et quand on veut absolument quelque chose, en fait, c'est comme ça que ça nous échappe. Et au contraire, quand on est dans un équilibre de je donne, mais je donne aussi beaucoup, en fait, tu vas recevoir aussi beaucoup. Et alors, ça paraît abstrait, ça fait très dev perso, mais
quand je dis dev perso, c'est plutôt le côté un peu, ok, c'est du développement personnel, mais en fait, c'est vraiment vrai. Pour l'avoir mesuré, et tous les jours, je suis dans une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique, qui le permet. On reçoit des choses qui sont merveilleuses. Juste, des fois, c'est un merci, et des fois, c'est même bien plus largement que ça. Non, bien sûr. Puis, et encore une fois, quand tu te donnes, en fait, il y a cette notion de gentillesse. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils me disent, ouais, mais moi, je suis gentil, on se fout de ma gueule. Moi, je suis gentil, on machin. Tu sais, c'est très là-dedans. Moi, je reçois beaucoup de messages comme ça. Et en fait, je leur dis, mais en réalité, en fait, est-ce que tu serais pas avide d'amour, en fait, à être gentil à l'autre? Est-ce que finalement, tu n'es pas plus dans la transaction qu'est-ce que tu achètes avec ta gentillesse? En réalité, l'acte de gentillesse que tu fais, tu achètes un truc. Tu achètes de l'attention, tu achètes quelque chose que tu estimes que l'autre te doit remplir en toi. Remplis-toi d'amour. Et après, tu pourras donner comme il faut. Et c'est sûr, c'est toute la différence qu'il y a entre la gentillesse de « Ah, je donne et je suis une victime parce que non, en fait, je donne mais dans l'intention de recevoir de l'amour ou de recevoir autre chose, hein, peu importe. Ou je donne en étant « Tiens, prends, donne, tiens, je te donne. Tiens, c'est de la gentillesse, mais c'est gratuit. Prends mon ami. » Et c'est toute la différence qu'il y a. Je veux dire, moi, quand je sème des graines d'amour, je ne m'attends pas à ce que la graine, elle pousse, que j'ai semée. Je ne fais que l'arroser avec du love et elle ne poussera pas plus vite parce que je tire dessus, que je mets des baffes, c'est la graine. Elle poussera ou elle poussera pas. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est être lâcher l'enjeu de recevoir. Et c'est pas évident parce que souvent les gens qui estiment qu'ils doivent recevoir de l'amour, enfin qui donnent de l'amour, qui estiment qu'ils donnent énormément d'amour, ben souvent ce sont des gens qui estiment qu'ils doivent en recevoir beaucoup. Et c'est là que l'erreur se fait. Dans la gentillesse, mais j'explique tout ça dans le livre. Voilà. Ah là là, beau teasing. S'il y avait une seule chose, parce que là on a dit plein de choses sur le bonheur, sur le fait d'être heureux, s'il y avait une seule chose qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour qu'ils soient peut-être plus heureux, pour certains qui ne sont pas forcément heureux aujourd'hui, s'il y avait une chose. Je sais pas, on a dit tellement de choses, j'essaie de trouver quelque chose d'autre à donner. Ou même une chose dans tout ce que tu as dit qui, toi, pour toi, c'est un fondamental. Il faut absolument ça pour être heureux. C'est n'attendez pas en retour quand vous êtes en gentillesse. En fait, vraiment donner quand c'est juste pour vous, juste pour l'autre, et que vous en avez envie. Voilà, pensez à cet amour, à cette gentillesse, à ce bonheur qui se diffuse vers l'extérieur, mais n'oubliez jamais d'apprendre à le diriger vers l'intérieur de vous aussi. Apprenez à vous aimer, et par moments, apprendre à vous aimer, c'est apprendre à taper du poing sur la table et dire non. Et dire non, ça, c'est pas ok pour moi, je veux plus. Et voilà. Et remplissez-vous d'amour, remplissez-vous d'estime de vous. Travaillez là-dessus. C'est un travail long. Moi, je suis pas parfait là-dessus. Je veux vraiment que vous compreniez que je vous dis des choses, mais que par moments aussi, j'ai du mal à les appliquer moi-même. Ça fait partie du chemin de ma vie, en fait. Mais même si le messager que je suis vous donne un message qui par moment peut-être avoir du mal à être incarné, j'essaye de l'incarner le maximum possible, hein, mais par moment j'y arrive pas. C'est aussi apprendre à vous foutre la paix aussi par rapport à ça et ne pas rentrer dans la culpabilité. C'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on le fait. D'accord. Ma mère, elle a voulu arrêter de fumer pendant des années. C'était compliqué pour elle. Elle savait qu'elle devait arrêter et pourtant elle le faisait pas. C'est pas qu'on est des abrutis. C'est juste qu'on est juste des humains, qu'on est muets par nos émotions, qu'on est mieux par tout ça et que c'est compliqué par moment. Voilà, l'important c'est d'être dans l'intention d'appliquer quelque chose. Tu vois, souvent on dit dans le développement personnel, il y a des dogmes, il y a une espèce de dictat aussi dans le développement personnel qui me dérange aussi. Souvent on va dire par exemple là, tu dois te foutre du jugement de l'autre. Et puis tu sais le jugement, on parle du jugement, on dit ouais, tu dois te foutre du jugement de l'autre et tu ne dois pas juger. Déjà quand toute phrase qui commence par tu ne dois pas, moi déjà je la dégage. Parce qu'en réalité, moi, je sais pas ne pas juger l'autre et je ne sais pas être imperméable au jugement que l'autre fait sur moi parce que mon cœur est ouvert. Et que comme mon cœur est ouvert, mon cœur, par moment, peut être blessé par le jugement négatif. Alors, quand c'est un jugement positif, c'est très bien. Ça me donne du baume au cœur. Mais des fois, quand c'est du jugement négatif, c'est difficile pour moi à accepter. J'apprends juste... Je sais pas ne pas juger, j'ai pas ce niveau de conscience-là. En tout cas, j'ai pas atteint ce niveau de nirvana et de dire en fait je me fous du jugement de l'autre et je ne juge pas l'autre. Donc ce que je sais faire, c'est quand on me juge, c'est apprendre à accueillir et à soigner ce qui me fait mal et à dire ok et apprendre en tout cas à mieux l'accueillir la prochaine fois et plutôt qu'à le murer. Tu vois la différence entre le murer et quand je juge l'autre, c'est apprendre à pas me juger parce que j'ai jugé. Mais apprendre à me dire, tiens,
et si mon jugement pouvait changer sur l'autre? Et si je pouvais changer mon jugement sur l'autre et plutôt que de rester dans cette espèce d'esprit d'engagement et de cohérence à dire comme j'ai dit et pensé quelque chose, je dois être là-dedans, c'est de la connerie ça pour moi. Est-ce que j'ai le niveau d'ouverture qui me permet de me dire et si mon jugement pouvait changer? Ça veut pas dire que vous êtes une girouette. Ça veut pas dire que voilà, ça veut juste dire que vous êtes ouvert. Et que vous avez commencé par juger une personne et que voilà, vous l'avez pas eu. Et donc voilà, essayez aussi de remettre en question tous les dictats de développement personnel pour être dans la justesse aussi et de sortir du soi parfait en développement personnel et dire écoute, je fais de mon mieux. C'est pour moi l'accord Toltec. Si vous avez lu le livre, en tout cas, vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Si vous avez lu, on mettra les liens dans les notes du podcast. Ouais, si vous avez lu les 4 accords Toltec, qui est un livre très court, très simple à lire, je vous invite vraiment à le lire, à écouter l'audio, parce que c'est un livre qui change la vie. Pour moi, le dernier accord Toltec est tellement important. C'est fais ce que tu peux. C'est fais du mieux que tu peux. C'est un peu ça. C'est pas ça littéralement, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est fais du mieux que tu peux, mon ami. Je veux dire, t'as 3 accords, que ta parole soit impeccable, ne prends pas personnel, ne juge pas. Il y a 3 accords, les 3 premiers accords, ils sont géniaux. Et après, il y a le 4e qui libère tout. C'est fais ce que tu peux, mon ami. Et je trouve ça fabuleux. Voilà, le dernier conseil que je voulais donner, c'était ça. Ouais. Faire le max avec ce qu'on peut au moment présent. Et ne pas entrer dans de la culpabilité. Encore une fois, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on le fait et c'est ok. À partir du moment où on sait quelque chose, on met en marche quelque chose en nous qui est un processus intérieur qui cherche à transformer ça et qui fait que à chaque fois que vous le savez, donc du coup ça va vous le rappeler doucement. Mais si vous entrez dans la culpabilité, vous vous enfermez dans quelque chose, dans le monsieur parfait, qui fait que finalement c'est con en fait, parce que on est tous des humains et que c'est pas parce que je fais un truc que je le fais obligatoirement. Voilà le message que j'avais envie de passer. Ouais, et moi j'ai envie de rebondir là-dessus sur le fait de tester. C'est-à-dire que lire ou écouter c'est génial, mais tester, expérimenter sur soi, c'est encore une évolution, c'est encore un niveau supérieur parce que typiquement moi ça fait des années aussi que je fais du développement personnel, que j'ai lu, j'ai vu, j'ai écouté plein de choses. Mais encore une fois, hier, tu vois, là, on est en train de développer assez fortement Canopy Human Experience. Beaucoup d'énergie à mettre dans l'entreprise, entre les recrutements, entre le développement des programmes, j'ai une casquette commerciale un peu de temps en temps. Bref, tu fais un peu tous les métiers. C'est génial, c'est fabuleux parce que j'ai besoin de cette stimulation intellectuelle. J'ai enregistré un podcast avec Francis qui était à LA. Bref, il y avait une journée hyper remplie, mais c'était trop en fait. Et je suis arrivé à la fin de ma journée, je me dis voilà, je suis vidé. Tu vois, tu parlais d'avidité, là je suis, il y a pas le A, mais je suis complètement vidé de chez vidé. Et là je me dis mais est-ce que je me suis respecté aujourd'hui? Est-ce que j'ai respecté mes besoins? Mon état d'énergie, tout ça, je l'ai mis de côté en fait pour enchaîner ma journée comme un fou. Et à la fin de ma journée, je me suis juste pris ce temps pour moi. Je me suis dit en effet, tu t'es pas respecté. Par contre, demain, tu vas te respecter un peu mieux et surtout que t'as Yannick. Donc, c'est ok de pas bosser avant Yannick. C'est de se dire, il fait super beau à Montpellier. J'étais sur ma terrasse, j'ai bouquiné, j'ai fait de la méditation. J'ai fait mon sport, bien entendu, j'ai mes petites routines quotidiennes, mais ok, il faut que je sois dans le meilleur état possible pour Yannick, pour ces 2 heures qu'on va passer ensemble. Et puis l'après-midi, j'ai d'autres rendez-vous, etc. Et c'est cool, mais besoin de ça et de se respecter. Et de se dire, ok, c'était pas parfait, mais on y va. Et donc du coup, c'est ça, c'est important, c'est d'actionner. Et même quand on fait, ça fait des années et des années qu'on fait du développement personnel, rien n'est toujours parfait. Et donc du coup c'est de jauger, d'être en permanence à se dire ok, est-ce que c'est ok ou pas ok pour moi, et puis d'avancer comme ça jusqu'à devenir j'espère dans les années à venir de meilleur en meilleur. C'est pas français ça, mais bref, pour devenir meilleur, en tout cas une meilleure version de soi-même. Voilà. Comment tu fais toi pour rester en bonne santé physique et mentale? Je peux pas dire que je suis un grand exemple.
là-dessus. Il faut savoir que j'ai été obèse à très haut niveau. En fait, je l'explique pas trop dans le livre, mais j'explique le déclencheur dans le livre. Ma petite amie avait eu un accident de voiture. J'avais déjà une bonne appétence à la fourchette, mais j'étais, on va dire, fité quand même, comme je le suis un peu aujourd'hui. Et puis j'ai pris énormément de poids, en fait, parce que ma petite amie a eu un accident de voiture qui l'a rendue tétraplégique. J'ai vécu avec le handicap pendant 12 ans. On est resté 16 ans ensemble, et du coup, ça a été compliqué. Et puis à un moment donné, quand je ne pouvais plus, j'ai dit, il faut que je perde du poids. Il faut que je retrouve mon poids de forme. Et du coup, je me suis fait opérer. En fait, je me suis fait opérer de l'estomac. J'ai fait une sleeve, donc une réduction d'estomac. Et donc, ça m'a permis en fait de prendre soin de moi, en tout cas, et de maigrir. Donc, ça fait 3 ans maintenant que j'ai perdu 50 et quelques kilos. Donc, c'est chouette parce que ça, je faisais 136 kilos, j'en fais 86. J'ai aussi entre 84 et 88. Donc là, ça s'est à peu près stabilisé. Mais je prends pas vraiment soin de moi, en tout cas à proprement dit. Si des fois je vais me balader, tu vois, je vais voilà, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Faut juste que j'accroche la notion de sportivité, de sport au plaisir. Et voilà, à partir du moment en fait où je vais arriver à ça, je pense que je trouverai une activité. Là, le Covid, c'est pas évident pour aller à la salle, c'est pas évident pour tout ça, mais j'ai envie, en tout cas, j'ai envie d'aller vers ça. Mais peut-être que ça sera faire du sport mécanique, du quad, qui travaille beaucoup et tout ça. Mais il faut que je sais que moi, je fonctionne au plaisir. C'est-à-dire que par exemple, moi, tu ne me feras pas marcher au défi. Si tu me dis demain, le défi machin, moi je vais te regarder en te disant ça me stimule pas du tout. Le défi ne me stimule pas du tout, en fait. Ce qui est assez curieux, par exemple, je n'ai jamais fonctionné aux objectifs. Les objectifs, alors vraiment. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, mais dans ma tête, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que le défi ne me stimule pas. Par contre, le plaisir, oui, beaucoup. Donc, il faut que je trouve le plaisir dans le sport. Voilà. Donc, m'amuser. Voilà. Il faut que je m'amuse. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Tu parlais de play hard. C'est vraiment ça. Moi, il faut que je play hard. Voilà. Et je peux, par exemple, quand je fais des soirées ou des choses comme ça m'arrive de louer des châteaux gonflables. Et on dit c'est pour les enfants. Alors évidemment, oui, les enfants y vont, mais moi je m'éclate et je kiffe là-dedans. Tu vois, et je peux me dépenser comme ça. J'avais déjà loué un château gonflable énorme avec des paniers de basket de chaque côté, en fait, et du coup, tu peux en fait jouer au basket là-dedans, tu glisses, tu t'éclates, en fait, et ça, je peux faire ça tous les jours. Ça commence à coûter un petit bras quand tu le fais, quand tu l'organises pour tout le monde, mais je sais que ça, c'est une manière pour moi de bouger. Tu sais, genre me mettre dans des bulles, des bubble bump, tu sais, et aller en fait te tamponner ça m'amuse. Aller faire du karting, ça m'amuse. Jouer à la balle au camp, ça m'amuse. Tu sais, je rêverais de monter en fait un centre de sport en fait où tu fais un sport en fait différent à chaque fois et juste à chaque fois tu t'amuses. Un coup tu vas jouer au basket, puis un coup tu vas jouer en fait à la balle au camp, puis un coup tu vas jouer au volley, puis un coup tu vas jouer. Juste, on fait une activité différente chaque jour, ça me plaît. Ça me plairait. Et je crois pas que ça existe. En tout cas, pas chez moi. Ouais, je pense que j'ai vu ça. J'ai le frère d'un copain sur Rennes qui a une sorte de grand complexe à l'époque quand c'était ouvert, mais bon, ça va réouvrir probablement. J'espère en tout cas. J'espère qu'il a pu passer la crise comme il fallait quand même. Mais tu pouvais faire plein de choses. C'est-à-dire en gros, si t'avais un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, eh ben t'y allais là-bas, tu savais que tu allais passer ton après-midi à faire en effet du foot avec une bulle, t'es dans une bulle et tu fais du foot là-dessus, tu peux faire du basket, tu fais plein de choses et je trouvais ça assez génial et donc du coup ça existe du côté de Rennes. Bon, je t'enverrai les... Je veux faire ça, jouer à la balle au camp, jouer à des trucs à l'arc, au tir à l'arc, et tout, mais ça m'intéresserait. Et pas savoir à quoi tu vas jouer. Tu vois, t'arrives, en fait, t'as le prof, il te dit, aujourd'hui, on fait, ce que vous voulez. Du ballon, du machin, des trucs, aujourd'hui, on fait ça, ça m'amuse beaucoup. Et c'est ça qui est... D'ailleurs, David en parle beaucoup dans ses programmes, c'est la notion de plaisir. Le plaisir de bien manger. David Lefrançois, bien entendu. Le plaisir de bien manger, le plaisir de faire du sport, de trouver des choses qui nous alimentent et qui alimentent aussi nos hormones du bonheur. Parce que s'il y a la notion de plaisir, automatiquement, ça va être beaucoup plus simple derrière de faire les choses. Et pour tout ce qu'on fait dans la vie, quand je rencontre un certain nombre de personnes chaque jour, que ce soit des prospects ou que ce soit des personnes dans la vie, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore dans ce schéma, je trouve, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas la notion de plaisir. Et pour eux, en fait, travailler, je reviens sur la notion de travail, certes, étymologiquement, c'est un objet de torture qui fait que il faut subir quelque part le travail. Mais là, en l'occurrence, on est plutôt dans une autre phase ou dans une nouvelle génération où il faut prendre du plaisir aussi au travail, essayer de prendre du plaisir à tous les niveaux, même si c'est pas évident et on peut pas forcément être
au top du plaisir tout le temps, mais c'est important d'avoir cette philosophie et de s'autoriser à ce que ça soit plaisant, que la vie soit plaisante. Tu vois, typiquement, je vais te dire un truc, exemple, alors c'est un peu cliché, mais ma banquière, typiquement, je la vois, je dis, toi, t'es pas heureuse. Hein. Je dis, bon, t'es pas là. En fait, je lui ai pas dit cash comme ça, mais je lui ai dit, ça se voyait sur elle. Je lui ai dit, bon, elle est pas au bon endroit. Ça, c'est clair. Et puis, on échange un petit peu. Et puis, en effet, elle vient juste d'arriver. Une nouvelle professionnelle. Donc, elle s'occupait des pros dans cette banque-là. Et là, tu te dis, waouh. Je vais pas citer la banque, hein, mais parce qu'en fait, beaucoup de gens dans cette banque ne le sont pas heureuses, en tout cas. Et là, je me dis, bon. Et puis, en fait, il s'avère qu'un mois après, elle a démissionné. Et là, a priori, elle serait repartie sur quelque chose qui l'anime beaucoup plus créative, beaucoup plus dans l'alignement d'elle-même, c'est-à-dire quelque chose, voilà, d'artistique. Et je trouvais ça juste génial qu'elle ait réussi, alors qu'elle a 26 ans, donc elle sortait tout juste d'école et elle prend le pouvoir là, le plus rapidement possible. En tout cas, dès qu'elle a senti que ça n'allait pas, je pense que je l'ai un peu piqué aussi. C'est génial. Et parce que je sais pas faire autrement aujourd'hui. T'influences super positivement, là, tu vois. Donc, mais c'est hyper important et on a ce rôle aussi, je pense, et d'ouvrir, et surtout le fait que la vie, c'est ça aussi, c'est prendre du plaisir, et le boulot, on passe plus de 7 heures minimum par jour au boulot. Si on ne prend pas de kiff... Ah ouais, avec David, on dit souvent, en fait, tu passes un tiers de ta vie à travailler, un tiers de ta vie à dormir, un tiers de ta vie pour toi. Qu'est-ce que tu fais du tiers de ta vie? Est-ce que tu n'as pas le devoir de le kiffer, ce tiers-là, ce tiers de travail? Est-ce que tu n'as pas le devoir de le kiffer et de prendre du plaisir là-dedans? Voilà, je crois, en tout cas. Ah, je suis 1000% d'accord avec toi. Il y a du coup, il y a deux notions dans la santé. Il y a la santé physique, mine de rien, mais qui est très liée à la santé mentale. Moi, je fais aussi beaucoup d'activités physiques plutôt que d'activités sportives auprès des personnes qu'on accompagne, parce que certaines personnes, eux, c'est juste de la marche et c'est ok. C'est d'aller au boulot en vélo et c'est ok. Par contre, d'aller faire du hand, du rugby, du foot ou faire un marathon, c'est pas ok pour eux et c'est ok pour moi. Beaucoup de hockey. Mais j'aime bien cette notion, mais on sait que cette notion d'activité physique impacte notre mental. Et du coup, j'ai envie d'aller sur cette zone parce qu'on sait très bien que d'après beaucoup de chercheurs, en fait, la pandémie de la Covid-19 va avoir un impact dans 2 ans, voire dans 3 ans, mais de manière complètement décuplée par rapport à aujourd'hui. Et je voulais savoir comment toi, d'un point de vue purement mental, tu cleanais, tu faisais attention à ta santé sur ce point. Je suis pas un exemple. Franchement, je suis pas du tout un exemple là-dedans, en fait. J'ai pas du tout, c'est-à-dire que j'aimerais faire, en fait, et peut-être que d'ailleurs je serais un bon laboratoire, on va dire, mais je suis tellement pas du tout attentif à ma santé, en réalité, ni alimentaire, ni physique, tu vois. J'aimerais, tu vois, mais il faudrait que je ne trouve pas, en fait, je ne veux pas faire un truc qui me fait chier, en fait, voilà. Et du coup, il faudrait que je trouve du plaisir à cuisiner. Alors, j'ai du plaisir à cuisiner, je peux avoir du plaisir à cuisiner, mais il faudrait que je suis désolé, en fait, mais si je dois être authentique avec je suis un très mauvais exemple là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui prend soin de lui vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai compris des choses, en fait, tu vois, au niveau de ma santé, au niveau de tout ça, mais je ne les intègre pas encore. Mais par exemple, j'ai compris, j'avais une confusion entre la notion de plaisir et de soin de soi. Prendre soin de soi, c'était pas forcément se faire plaisir. Et en fait, le jour où j'ai compris ça, en fait, ça m'a presque écœuré. Je me suis dit, putain, mais merde, si pour prendre soin de moi, tu vas pas me faire plaisir, c'est chiant. Tu vois? Et donc, je crois que j'ai un truc à travailler là-dessus, probablement. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas de réponse intelligente à te faire à ça parce que je suis mauvais là-dessus. Non, mais c'est ok. Et merci de l'avouer et d'être complètement authentique et d'être qui tu es. C'est quoi la performance pour toi? On en a parlé un petit peu. Tu as, mine de rien, été responsable commercial, directeur général. Puis ensuite, tu es devenu chef d'entreprise. Bien sûr, ouais. Et comment t'es arrivé là-dessus? Pour moi, la performance, c'est quelque chose de très important. Mais elle doit partir, pour moi, en tout cas,
du plaisir, de l'envie, de l'intention, il ne doit jamais prendre le pas sur ton bonheur. C'est-à-dire que c'est quelque chose à équilibrer. C'est comme s'il y avait la performance d'un côté et le bonheur de l'autre. Et donc, du coup, pour moi, en fait, tu dois faire avancer les deux en même temps. C'est Rabelais qui disait « La science sans conscience, c'est la ruine de l'âme ». Eh bien, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la science, pour moi, c'est la performance et la conscience, c'est le bonheur. Et donc, du coup, la science sans la conscience, donc la performance sans le bonheur, ça ne peut pas avancer de manière équilibrée si on ne fait pas avancer les deux en même temps. Et des fois, surtout dans le développement personnel, à vouloir être trop performant, on en devient moins heureux et enfermé dans quelque chose en fait qui est lié à la performance. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. En tout cas, dans la vision du développement personnel. Et donc voilà, c'est un peu le développement personnel, c'est un peu le tuning de l'humain, quoi. Tu vois, c'est tu te pimpes un peu, tu vois, tu dis tiens, je vais être plus performant, je vais lire plus vite, je vais me lever plus tôt, je vais mieux m'organiser, je vais mieux, tu vois. Et du coup, t'es vraiment là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, à être à fond là-dedans, il y a des gens pour qui c'est très facile de mettre des routines et tout ça et tout, et du coup, ils deviennent ultra performants. Mais du coup, ils en oublient complètement la notion de bonheur, ou alors ils en oublient même complètement de rendre heureux les gens qui sont autour d'eux. Et du coup, je crois que c'est quelque chose en tout cas qui doit se travailler, en tout cas ça. Voilà, cette notion de et pour moi, c'est faire avancer les deux en même temps, qui est pas facile. J'en conviens. Je partage complètement pour avoir débuté le développement personnel. Alors si je puis dire vraiment à 100%, c'est avec du Miracle Morning. Pour ceux qui connaissent, donc c'est se lever le matin. Alors je me levais pas à 5 heures comme c'est préconisé, mais plutôt à 5h30, 6 heures. Tu vois, je commençais quand même relativement tôt. Non, ça n'a rien à voir. 30 minutes, 1 heure, ça n'a rien à voir. Et puis... Ah, rien du tout. Et du coup, tu vois, je mets plein de routines dans ma vie, et puis au final, je me suis oublié. Je me souviens, et du coup, j'étais dans cette philosophie de performance, de c'est super, je vais pouvoir faire 1000 trucs dans ma journée. Et puis, alors du coup, je mangeais bien, tout ça. Alors, il y avait un côté de moi qui était quand même content parce que je voyais des résultats. Mais un autre côté, je me disais, mais attends, si je veux me lever à 5h30 du mat, et je veux dormir relativement bien, donc genre 7h30, ça me fait me coucher relativement tôt. Et vu que j'étais en coloc à ce moment-là, je me dis, purée, je suis avec 3 super colocs. Si le soir, je passe pas la soirée avec eux, bon, mince, je passe à côté de quelque chose. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce qui est bon vraiment pour moi? Et est-ce que je peux pas faire un mixte des deux? Et du coup, gentiment, tu vas dire, ok, j'ai besoin de relationnel, parce que nous, dans nos 6 piliers de Canopée Human Experience, c'est les relations. Relations avec soi, mais relations avec les autres. Et si toi, t'es pas aligné, et si t'es pas heureux, et si tu partages pas quelque chose avec les gens qui t'entourent, il y a un vide quelque part qui s'organise. Alors que si tu es performant, tu fais des choses, tu manges bien, etc. Mais à côté de ça, t'as une super vie relationnelle qui est présente. En fait, t'as une sorte d'équilibre qui s'opère, une certaine magie qui fait que t'es encore plus performant, beaucoup plus créatif et beaucoup plus impactant derrière. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, en tout cas pour moi, j'ai touché, on va dire, une forme de bonheur. C'est quand j'avais une forme de performance avec les gens, où je partageais quelque chose. Et puis du coup, ça s'est ressenti même dans mon business, si on parle. T'es dans ton flow, t'es dans ta zone de génie. En fait, ce qui fait que du coup, ça te rend heureux, ça te nourrit. Et c'est rigolo parce que ce qui te nourrit intérieurement te nourrit aussi extérieurement par la suite. Donc c'est fabuleux. Exactement. Et toutes ces expérimentations, justement, nous permettent de créer des programmes comme toi, tu as pu faire avec la NBS ou autre, où voilà, c'est toutes ces expériences que vous avez ou qu'on a eues dans notre vie qui nous permettent justement d'accompagner encore mieux les personnes que l'on accompagne aujourd'hui. Absolument. Ok. Quel est ton plus gros échec? Un gros fail, un gros... J'en ai tellement et j'en ai tellement encore que je sais pas répondre à cette question-là. J'en ai tellement et l'échec fait tellement partie de ma vie. Tu sais, souvent en fait, on va souvent opposer la réussite à l'échec. C'est-à-dire que en gros, réussite, échec, c'est l'opposé en fait. En réalité, la réussite n'est qu'une succession d'échecs. Et à un moment donné, ça réussit. Si on prend
L'inventeur de l'ampoule, qui est cet homme-là déjà, Edison. Si on prend Edison, il a échoué 10 000 fois avant de réussir à changer le monde. Tu vois, donc voilà. Et lui, quand il te parle d'échecs, il te parle pas d'échecs comme des échecs. Il te dit j'ai essayé 10 manières qui fonctionnaient pas. 10 000 manières qui fonctionnaient pas. Et je crois que c'est ça, la notion d'échec pour moi n'existe pas en fait. Moi, je peux pas. Des échecs, j'en ai eu plein, mais ils m'ont tous fait grandir. Ils m'ont tous. Ces échecs, c'est qu'on voit le mot échec comme un mot de la loose, mais en réalité, c'est pas la loose. Un échec, au contraire, c'est un essai. C'est un essai qui a raté. Tu vois, c'est un essai. Voilà, c'est juste un essai en fait. Et en fait, si on remplaçait déjà le mot par essai, ce serait déjà mieux. Et parce que c'est toujours pareil, une question d'enjeu que l'on met derrière l'action que l'on met en place. Mais si tu enlèves l'enjeu derrière et que tu dis je tente le coup, que tu réussis, c'est génial. Et si tu réussis pas, tu recommences. Voilà, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Padoue que j'aime profondément, que je t'inviterai peut-être un jour à interviewer parce que c'est vraiment une personne qui gagne à être connue. Avec plaisir. Et il dit un truc mais qui est d'une simplicité. Tu le connais un peu, RGP? Juste sur les réseaux sociaux. Voilà. Non, j'ai pas. RGP, en fait, il dit. Alors, c'est quoi qu'il dit en fait quand ça marche pas, on recommence. Quand je sais plus, il a une punchline comme ça, c'est quand on réussit pas, on recommence. C'est ça, et c'est génial. Je veux dire, quand on est, Daniel Tammet a défini en fait que en réalité, en fait, il explique en fait qu'un enfant, avant de marcher, il tombe sur le cul plus de 2000 fois, en moyenne 2000 fois. Je veux dire, il se dit pas à chaque fois, putain, j'ai échoué, je suis un loser, j'abandonne. Il continue jusqu'à ce qu'il y arrive en fait. Je vais vous inviter à si on parle d'échecs et de réussite, quelque chose qui me parle pas et qui me parle énormément à la fois, à aller vous rencontrer, allez voir, tu mettras ça dans les ressources, une vidéo de Nick Vujicic, Nick N-I-C-K, Vujicic, V-U-J-I-C-I-K. Je crois que c'est ça. Sûrement. Okay. C'est un Américain en fait qui n'a pas de bras et pas de jambes. En fait, lors d'un colloque, en fait, il explique en fait que, en fait, pour lui, en fait, ça devrait être impossible pour lui de se relever. En réalité, ça devrait être impossible parce qu'il n'a pas de bras et pas de jambes, et que s'il essaye, en fait, tu te retrouves en fait la tête devant. En fait, il explique aux gens, il dit pour vous, c'est facile de vous relever. Pour moi, a priori, c'est impossible de me relever parce que si je tombe, j'ai pas mes bras, j'ai pas mes jambes pour pouvoir me relever. Tout simplement. Et il dit, je vais essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 200 fois, 300 fois. Et peut-être que j'y arriverai jamais. Mais l'important, c'est de savoir comment tu vas finir. Je préfère passer ma vie, ce qu'il dit, à essayer et à mourir finalement fort en essayant plutôt que de me résigner. Et évidemment, il démontre, et cette vidéo est poignante, est exceptionnelle. Et voilà, je pourrais te la passer là, mais je sais que ce n'est pas audio friendly. Donc, du coup, je ne te la passe pas, en fait, parce qu'elle est en anglais, elle n'est pas traduite. Mais allez la voir, cette vidéo de Nick Vujicic. Elle est très inspirante. Moi, elle me met les larmes aux yeux à chaque fois que je la vois. Et je trouve que c'est fort, en fait, de se dire que l'échec, en réalité, c'est juste une étape. Et tu sais que le bourdon, scientifiquement, il ne peut pas voler. Je ne savais pas, non. Lui non plus. Et c'est bon, et heureusement. Et heureusement, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu regardes la taille du bourdon avec les petites ailes. Oui, c'est ça. En fait, scientifiquement, il peut pas voler, mais heureusement qu'ils le savent pas, les bourdons. S'ils le savaient, ça leur plomberait le moral. Donc, l'échec, tu sais, on vient, en fait, en réalité, l'échec. On s'en bat les couilles. Vraiment, en fait, vraiment, on s'en fout, en fait. En vrai, l'échec est pas important en soi, en fait. Moi, tu veux me parler de mes échecs, j'en ai à la fois vécu plein et à la fois, ils ont tous été salutaires pour moi parce qu'ils m'ont tous permis d'apprendre. Voilà, c'est Nelson Mandela qui dit je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça en fait. Un échec, c'est un apprentissage. Et donc voilà, j'en ai tellement que je peux pas t'en citer un en fait en vrai. Voilà, parce que j'en ai des énormes des échecs. Voilà, j'ai beaucoup plus eu d'épreuves que d'échecs en fait moi, en réalité. Et ces épreuves-là, par moments, j'ai eu envie de me mettre en boule et de pleurer parce que je me demandais si j'allais être l'homme de la situation. Et j'ai dû faire preuve de courage et d'audace pour arriver à m'en sortir de ça. Mais du coup, excuse-moi, je réponds à côté de ta question. Non, pas du tout. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose parce que cette question, c'est la première fois que je la pose dans ce podcast. T'es la 6e personne que j'interviewe. Et
c'était suite à un échange justement avec un pote qui me dit bah tiens Quentin, parle de l'échec parce que c'est important de montrer voilà l'échec chez les gens qui ont réussi. Et puis moi en fait depuis je pense depuis que je suis né en fait je pense que ça fait partie de mon éducation et je remercie mes parents et les personnes qui mes référents là-dessus, c'est que en fait pour moi l'échec n'existe pas. Et en fait là j'ai pris ce terme en disant bah ça peut être intéressant de mettre en lumière justement quelque part quelques échecs de certaines personnes, mais en fait quand je te pose la question et quand j'entends ta réponse, je me rends compte que je pense que je vais arrêter de la poser cette question. Non, elle est géniale au contraire, parce que même si toi tu penses pas que l'échec existe, je trouve ça génial de savoir ce que les gens en font. Ouais, mais tu vois, moi je la tournerais d'une manière différente, mais plutôt, quelle est ta plus grosse épreuve? Tu vois, plutôt que ton plus gros échec. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle et ça résonne beaucoup mieux en moi comme ça. Mais en tout cas, merci pour ton partage qui n'est pas du tout à côté de la plaque. Merci et désolé. Enfin, voilà, en tout cas, heureux d'en arriver là. Heureux que ça te convienne. Ouais. Mais merci. As-tu un gris-gris, une croyance ou quelque chose voilà que tu n'as pas forcément l'habitude de le dire ou ouais, c'est peut-être un truc très perso mais qui toi t'anime profondément et te permet d'être aligné, d'être voilà bien avec qui tu es? Ouais, je crois que bêtement, j'ai la croyance que si je fais le bien, du bien m'arrivera. J'ai la croyance, voilà. J'ai cette croyance-là en fait. Que si je fais du bien et que c'est juste, qu'il est sincère, et que je suis sincère. As-tu vu le dernier Mulan? Non, j'ai vu le premier, mais pas le dernier. Le dernier Mulan, en fait, il a été adapté en film. En fait, Mulan. Et en fait, une des valeurs de Mulan, en fait, et de la Chine, c'est la sincérité. Je dois être sincère. Et je crois que cette sincérité-là, en fait, elle est importante, en fait. Elle est vraiment importante, en fait, cette notion de sincérité, puisque Mulan, elle se dissimule en homme pour évidemment sauver son père, qui est un vieux combattant. Et elle dit qu'elle est un garçon parce que elle veut sauver son père. Et elle dit que voilà. Et du coup, elle est en conflit avec cette valeur de sincérité. En fait, et je trouve que philosophiquement, il est assez génial ce film d'ailleurs. Je t'invite à le regarder. Et je crois que ouais, c'est la sincérité pour moi qui est importante. Tu vois, et je crois que j'ai la croyance en fait que si tu fais le bien, que tu es sincère en faisant le bien, il y a que du bien qui t'arrive en fait. Que tu apprends aussi à te faire du bien à toi, tu vois. Et être gentil, ça renvoie la gentillesse et l'amour. Et que tu es sincère dans le bien que tu te fais, je crois que c'est ça. Voilà. Ok. Merci. Comment on peut te joindre, Yannick? Tu tapes sur Google Yannick Alain, tu vas me trouver plein de partout. Pareil pour ça, donc tu me trouves, voilà, tu vas sur Amazon, la Fnac, Kindle, où tu veux, tu vas taper Les Gentils aussi méritent de réussir, tu tapes Yannick Alain Les Gentils, tu vas tomber sur plein de trucs sur mon bouquin. Voilà, si tu as envie d'avoir, on va dire, voilà, des pensées, voilà, et développer, on va dire, au travers voilà, d'un livre, de la gentillesse, si tu estimes que tu es gentil, tu estimes que tu as été abusé, si tu estimes que on ne peut pas réussir si on est trop gentil, si tu estimes si ça t'intrigue, écoute, je t'invite à lire mon livre et puis à rentrer dans la famille et à débattre aussi parce que Socrate n'écrivait rien parce qu'il pensait que écrire figeait la pensée. Ça figeait la pensée et que Socrate pensait, et ce que je pense aussi, c'est que la pensée, elle évolue. Et donc, je crois que ce livre n'est juste qu'un point de départ et j'attends des contradicteurs, j'attends des gens qui vont rejoindre la communauté pour faire avancer ce message autour de l'amour et de la gentillesse. Mais la gentillesse n'est quoi d'autre qu'un message d'amour, en fait, au final. Donc voilà, donc pour me retrouver, voilà, acheter le livre, LinkedIn, Facebook, Insta. Vous allez me retrouver si vous aimez. TikTok aussi? Non, je TikTok pas. J'aime TikTok. Quand j'y suis, je perds à chaque fois un quart d'heure, 20 minutes de mon temps parce que c'est incroyablement addictif et ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, j'aime ça. Mais j'aime le consommer, on va dire, mais je n'aime pas forcément le produire. J'en ai pas forcément le temps. Voilà. En tout cas, j'ai pas envie de prendre le temps pour TikTok pour l'instant. Quand j'y verrai du plaisir à le produire, peut-être pourquoi pas.
Ouais, pourquoi pas. J'aimerais terminer quand même sur un point sur la journée de l'audace. On a parlé de ton bouquin, il y a la Neurobusiness School, bien entendu. Alors, c'est toutes celles et ceux qui souhaitent se développer, voilà, qui souhaitent vivre de leurs propres ailes quelque part et monter leur entreprise. S'émanciper, qui souhaitent choisir la voie de l'émancipation de l'entrepreneuriat pour se sortir de là. Et puis voilà, c'est un point de départ, c'est une famille qu'on rejoint quand on rejoint la NBS. C'est une fois par an, en novembre. Donc faut saisir le coche en novembre pour rejoindre. Mais c'est vraiment en tout cas un vrai plaisir que d'accueillir des entrepreneurs en devenir et de les transformer en personnes anticipées. En personnes émancipées, pardon. En même temps, c'est un peu anticipé aussi. C'est un peu anticipé aussi. Ça nous permet de gagner des années, en effet, quand t'es entrepreneur, et je parle en connaissance de cause pour avoir coaché et notamment être coach ninja à la Neurobusiness School. Et puis, il y a la journée de l'audace. Tu nous en parles brièvement ? Écoute, c'est la journée de tous les possibles. C'est-à-dire que vous en avez un petit peu partout dans le monde. L'idée dans cette journée, c'est de se dire, et si l'ordinaire que je crois en moi, de l'ordinaire que je crois de moi, peut naître l'extraordinaire en écoutant des personnes qui vont parler 10-15 minutes. C'est un peu comme un TED, tu vois, mais très très rythmé avec beaucoup de musique. C'est très joyeux comme événement. Tu vas te retrouver à 100-200 personnes dans la salle et à te dire je suis avec des gens qui ont envie de meilleur. Et en fait, et si je m'autorisais le meilleur pour moi? C'est la notion de et si je brillais plus? Et si je brillais plus? As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs? Écoute, non. Bravo de suivre Quentin. Si toi qui nous écoutes, je te soupçonne d'être intelligent. Si tu es arrivé à ce stade-là du podcast, ça veut dire que tu es quelqu'un de déterminé. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui va au bout des choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, en fait. Et ça démontre de toi de très belles qualités déjà. Donc, voilà. Et puis, merci Quentin pour tout ce que tu fais. Voilà le dernier mot que j'avais envie de dire. Merci infiniment, Yannick. Merci à toi, Quentin. À très, très vite. Ciao, ciao. Salut, ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Canopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse.